France dispose de tous les savoir-faire nécessaires face au monde qui vient. Les grandes thématiques mondiales sont celles de l'environnement, de la santé, du vieillissement, une vie sociale plus connectée et plus mobile, une nouvelle gestion du travail et des savoirs. Face à ces enjeux, nous disposons encore d'une puissance économique solide dans les secteurs qui comptent: l'eau, l'énergie, le bâtiment, la santé, les transports, le numérique. Nos inquiétudes ne viennent donc pas d'un éventuel manque de compétences, mais d'un retard technologique et d'un manque de créativité. Pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je vous propose un retour vers la fin du XIXe siècle. Nous sommes en 1889. La France est engluée dans une crise totale. Crise immobilière, boursière, bancaire, économique. Des géants industriels s'effondrent. Crise politique, montée des extrémismes, scandale de Panama, scandale des médailles. Notre président de la République démissionne. Crise sociale, chômage de masse, Germinal de Zola, terrorisme anarchiste. Montée des mouvements nationalistes, mouvements anti-bourgeois, anticapitalistes, anticommunistes, antipolitiques, antimondialistes. Les gens appellent leur propre époque la Grande Dépression. Ce climat délétère provoque d'innombrables blocages, à cause desquels nous avons raté les révolutions de la vapeur anglaise, de la mécanisation allemande et de l'électricité américaine. On parle de sociétés bloquées, de sociétés de notables, de rentiers. Pourtant, 1889, c'est aussi l'année de la Tour Eiffel, de la photographie, du cinéma, de l'électricité, du téléphone, de la chimie fine, de la métallurgie fine. L'effervescence de l'innovation est telle qu'elle portera à elle seule la France à l'apogée de sa prospérité en 1900. En seulement 11 ans, la France vit sa belle époque et le sommet de son rayonnement dans le monde. Cette tranche d'histoire nous rappelle qu'on peut avoir un retard qui paraît irrattrapable et devenir quand même en 10 ans le leader mondial dans les secteurs clés grâce à la puissance de la créativité. On peut être au fond de la dépression et voir notre société se réenchanter en 10 ans. Bref, on peut dire que nous avons une bonne capacité de rebond. Nous n'avons pas de Microsoft ni de Google, mais la révolution de l'économie n'est pas encore finie. Vous allez me dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas les prémices du début de cette révolution industrielle. En fait, nos arrière-grands-parents n'ont pas vu leur révolution industrielle non plus. D'abord, parce que l'innovation commence avec des mauvaises nouvelles. Les arbres qui tombent font plus de bruit que la forêt qui pousse. Chaque machine à coudre détruit d'abord 85 emplois de couturière. Les transports à vapeur permettent d'abord aux Américains de nous envahir avec leurs céréales. Ensuite, parce que l'innovation est imprévisible. Personne n'imagine que la mécanisation du textile va se marier avec nos savoir-faire dans le luxe pour faire émerger un nouveau grand secteur, la mode. L'innovation est incompréhensible. On dit à propos du téléphone, c'est donc ça la grande invention? On vous sonne comme un domestique et vous accourez? Enfin, les startups sont fragiles. Le leader mondial de l'automobile, De Dion-Bouton, sera rapidement éclipsé par les Panhard, puis Renault, Peugeot. Une révolution industrielle est donc invisible pour ses contemporains, mais elle envoie quand même quelques signaux faibles. D'abord, les briques technologiques de base sont au point. Pour l'électricité, les moteurs, transformateurs, conducteurs, interrupteurs, batteries sont fonctionnels en 1889. Elles n'attendent plus que l'invention de leurs usages pour se diffuser massivement. Aujourd'hui, les moteurs de recherche, le cloud, les big data, les smart grids, les réseaux sociaux, les plateformes collaboratives, les outils 3D, etc. sont au point et commencent à peine à se diffuser. Ensuite, l'esprit d'entreprise renaît. Il est catalysé à l'époque par les expositions universelles, aujourd'hui plutôt par la multiplication des pépinières, des salons d'entrepreneurs, des clubs, du web 2.0, qui sont autant d'occasions pour échanger des connaissances et les rebonds d'idées. Enfin,
la créativité à la française commence à transparaître au travers des nouveaux produits. La société Mann analyse 200 000 molécules pour proposer des parfums sans alcool et des arômes alimentaires naturels. L'usine à design utilise des simulateurs 3D pour proposer de la décoration personnalisée. Silcan développe des algorithmes mathématiques poussés pour modéliser la mécanique des nouveaux transports. Mauna Kea met en œuvre l'imagerie laser pour diagnostiquer un cancer de manière plus précoce. Dernier exemple, Chanel utilise un calculateur de consommation énergétique pour limiter l'empreinte carbone de ses cosmétiques. Alors vous allez me dire, des signaux, ça se mesure, donnez-moi des chiffres sérieux. Le nombre de créations d'entreprises, de brevets déposés, le taux d'investissement dans la recherche. Le problème, c'est que les signes essentiels ne se mesurent pas. Steve Jobs disait « L'innovation n'a rien à voir avec l'argent que vous y mettez, mais avec la passion brûlante que vous avez pour quelque chose. » Et il n'existe aucun indicateur économétrique de la passion entrepreneuriale. C'est comme si vous vouliez savoir si votre vin sera bon. Vous voulez des chiffres? Interrogez un contrôleur sanitaire, vous aurez précisément le taux d'alcool et l'indice de sucre. Si vous interrogez plutôt votre œnologue, vous obtiendrez une réponse pleine de métaphores, moins scientifique, sans chiffres, mais certainement meilleure. Ceux qui connaissent les innovateurs depuis longtemps, ceux qui accompagnent les entrepreneurs depuis plusieurs années, disent qu'ils sentent depuis 1 ou 2 ans ce puissant regain d'énergie, cette volonté entrepreneuriale, cette vibration collective. Ce sont eux, les œnologues de l'économie. Et ils nous disent que le millésime 2013 sera une grande année.